Mesdames et messieurs, il est maintenant temps d'accueillir sur scène nos deux invités d'honneur et récipiendaires d'un doctorat honoris causa. J'invite Madame Nahid Abou-Mansour et Monsieur Gilles Vigneault à entrer sur scène. Vous pouvez vous asseoir. Afin de faire plus ample connaissance avec notre première invitée d'honneur, j'invite Madame Lucie Laflamme à nous présenter Madame Nahid Abou-Mansour. Distinction honorifique de l'Université du Québec, présentée sous l'égide de l'Université TÉLUQ, nous sommes fiers de décerner aujourd'hui un doctorat honoris causa à Madame Nahid Abou-Mansour. Cet honneur lui est conféré en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, marquée du sceau de l'humanisme. Par son action et son engagement qui ont mené à la création de l'organisme Petites Mains en 1995, Madame Abou-Mansour contribue à l'insertion et au mieux-être de femmes immigrantes. En aidant ces femmes à se construire une vie épanouissante au Québec, Madame Abou-Mansour fait en sorte qu'elle ait leur place comme citoyenne participant au déploiement d'une société plus inclusive. Comme immigrante elle-même, son parcours personnel et professionnel démontrant une grande résilience est source d'inspiration. Depuis 50 ans, notre université accompagne, par son mode d'enseignement flexible, des dizaines de milliers de femmes dans leur développement professionnel, mais aussi personnel. Dans ce contexte unique de la collation des grades, l'impact positif de Madame Abou-Mansour est encore plus significatif et émouvant. Merci, Madame Laflamme. J'invite Madame Valérie Psyché, professeure en technologie éducative et en formation à distance, à prendre la parole afin de faire l'éloge de Madame Abou-Mansour. J'ai le grand honneur de vous présenter le parcours de Madame Abou-Mansour. Nahid Abou-Mansour est cofondatrice et directrice générale de Petites Mains, un organisme d'insertion sociale et professionnelle venant en aide aux femmes immigrantes, isolées et marginalisées. Cet organisme a permis, entre autres, à une dizaine de milliers de femmes provenant de plus de 140 pays d'intégrer la société québécoise par l'éducation et le travail. Libanaise d'origine, elle émigre au Québec en 1989 pour débuter une nouvelle vie avec sa famille. Elle a alors 34 ans et 3 enfants en bas âge. Au Liban, avant la guerre qu'elle a fui, elle était architecte, possédait son propre cabinet, enseignait à l'Université de Beyrouth et jouissait d'une vie confortable. Arrivée au Québec, il lui faut tout reconstruire, son diplôme d'architecte n'étant pas reconnu. Elle doit imaginer un nouveau futur pour ses enfants, maintenant au nombre de 4. S'intégrer n'est plus seulement une motivation, mais devient une nécessité. Elle se rappelle qu'à son arrivée, elle ne parlait pas un mot de français. En parallèle de ses cours de francisation, et pour pratiquer son français oral, elle se lance dans l'action sociale bénévole afin d'aider des femmes dont le parcours est bien plus défavorisé que le sien. Elle y rencontre sœur Denise Arsenault de la congrégation de Sainte-Croix qui lui propose de rendre visite à des femmes s'approvisionnant à une banque alimentaire sur le point de fermer dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal, et ce afin de connaître leurs besoins. Les échanges autour de café et de biscuits qu'elle apportait lui ont permis d'améliorer son français tout en brisant la solitude de ces femmes isolées, souvent de dépression. Son engagement dépassant son désir d'intégration, elle continue ce bénévolat avec les femmes. Au fur et à mesure des discussions,
Les femmes expriment rapidement leur désir de subvenir à elles-mêmes, à leurs besoins et à ceux de leur famille. Après plusieurs suggestions, le choix des femmes s'arrête sur la création d'un programme de couture comme alternative pour trouver du travail, et c'est ainsi que Petites Mains fut créée. Sans le savoir encore, Naïb Abou Mansour avait trouvé la pierre fondatrice de sa nouvelle vie. Sa propre intégration passerait par celle des autres. 27 ans plus tard, Petites Mains est devenue une référence en insertion sociale pour les femmes immigrantes et un acteur incontournable de l'économie sociale. Maintenant, permettez-moi de vous parler de l'engagement exceptionnel de Mme Abou Mansour et des actions qui en découlent. Femme inspirante, très engagée depuis près de 30 ans, elle a consacré toute sa vie à la cause des femmes immigrantes les plus démunies et marginalisées afin qu'elles s'intègrent et vivent avec dignité au Québec. Après la création du cours de couture industrielle, l'organisme Petites Mains, fondé en septembre 1995, ajoute peu à peu des services à son offre. Formation en restauration et en bureautique, cours de français, programme de préparation à l'emploi et d'intégration à la culture québécoise. On y apprend aux femmes à pratiquer un métier, mais aussi à vivre au Québec, en les aidant à préparer leur curriculum vitae et leurs entrevues d'embauche, et en les renseignant sur les normes du travail, le système scolaire et le droit de vote. Les formations sont non seulement gratuites, mais elles sont rémunérées, offrant ainsi une première expérience de travail au Québec à des personnes vulnérables et favorisant à long terme leur insertion sur le marché du travail. Et l'aide apportée aux femmes ne s'arrête pas là. Pour alléger le quotidien des participantes et encourager d'autres femmes ayant de jeunes enfants à débuter une formation, le Centre de la petite enfance, le Royaume des Petites Mains, accueille depuis octobre 2018 des enfants issus de l'immigration et nouvellement arrivés au Québec. Ce soutien est inestimable, surtout que la garde des enfants a toujours été une grande préoccupation pour les femmes. Enfin, Petites Mains possède sa propre fondation pour recueillir des dons dédiés à la mission, au développement de projets et à l'amélioration des conditions de vie de toutes les femmes. Ainsi, des années après la création de Petites Mains, ce sont les vies de milliers de femmes démunies qui ont été transformées et rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement de Naïb Abou Mansour. Son exemple en a inspiré plus d'une, à la fois au sein de l'organisme Petites Mains, mais aussi tout autour d'elle. En effet, l'insertion professionnelle et sociale des personnes immigrantes constituant toujours un défi dans le Québec d'aujourd'hui, malgré la pénurie de main-d'œuvre, sa contribution est très importante pour la société québécoise et en particulier pour les femmes, souvent encore plus dépourvues que les hommes immigrants. Par ailleurs, Naïb Abou Mansour a reçu plusieurs prix et distinctions pour récompenser ses réalisations multiples et son engagement communautaire et entrepreneurial, dont l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. Ce prix, qui est la plus haute distinction du Québec, lui fut décerné en 2017 par le gouvernement du Québec. C'est la plus prestigieuse des distinctions d'une longue liste qui souligne l'ampleur de sa contribution à la société québécoise et la reconnaissance associée. Parmi ces autres distinctions, on note l'insigne de chevalière de l'Ordre de Montréal remis par la mairie de Montréal en 2020, la croix du service méritoire division civile accordée en 2021 par la gouverneure générale du Canada et le mérite en francisation des personnes immigrantes remis en 2016 par l'Office québécois de la langue française, pour ne citer que ceux-ci tant la liste est diversifiée et éloigneuse. Parlons de ses liens avec le milieu universitaire. Madame Abou Mansour a collaboré avec des chercheurs universitaires à des projets de recherche sur l'économie sociale et l'insertion par l'activité de travail, et elle témoigne de valeurs sociales importantes qui nous rejoignent à l'Université TÉLUQ. Elle est une inspiration pour tous nos étudiants et étudiantes qui peuvent eux aussi être acteurs de leur vie et même de celle d'autres personnes dans le besoin. Parmi ces valeurs, il y a bien sûr l'éducation des personnes immigrantes, mais aussi la francisation, l'insertion professionnelle, l'équité, la diversité et l'inclusion dans la société québécoise, la culture et l'identité québécoise, et plus généralement la place des femmes dans le monde du travail et dans la société. En terminant, maintenant âgée de 67 ans, Naïb Abou Mansour est toujours aussi active au sein de Petites Mains qu'elle continue de diriger avec passion. Au nom du Comité Équité, Diversité et Inclusion du Syndicat des professeurs de la Téléuniversité,
Je tiens à la remercier pour son engagement social et l'importance de son action pour changer la vie de nombreuses femmes immigrantes qui sont appelées à vivre un parcours similaire et qui transforme le Québec. Je vous remercie aussi au nom de toutes ces femmes immigrantes dont je fais partie et qui, en arrivant ici, doivent redoubler d'efforts et de courage, faire preuve de résilience, mettre de côté leurs doutes, souvent reprendre des études, et dont le parcours pour accéder à une vie normale est jonché d'embûches. Vous êtes un exemple inspirant pour elles. Merci du fond du cœur. J'invite maintenant Mme Abou Mansour à s'avancer vers le devant de la scène. Madame, vous recevrez des mains de Mme Jean, présidente par intérim de l'Université du Québec, votre épitoge de doctorat honoris causa. Madame Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TELUC, vous remettra votre diplôme honorifique. Ensemble, vous pourrez ensuite procéder à la signature du livre d'or. Alors, j'invite Mme Abou Mansour à prendre la parole. Avant de commencer mon discours, je suis sincèrement très émue. Merci de cette chaleur, vraiment. Je ne m'attendais pas à toute cette qualificative et tout ça que vous m'apportez aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Madame la Présidente de l'Université du Québec, Madame la Directrice générale, Madame la Secrétaire générale, membres du cortège universitaire et de l'Université TELUC, chers invités, très chers diplômés, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de recevoir le doctorat honoris causa de l'Université TELUC. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement les membres du comité Équité, Diversité et Inclusion qui ont proposé ma nomination au secrétariat général. Merci à Mme Psyché pour la lecture de mon éloge. Merci. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes prêts? Y a-t-il un âge limite, selon vous, pour réaliser un rêve ou un projet cher à notre cœur? Bravo, bonne réponse. J'ai un bon exemple à vous partager ce soir. La personne formidable avec qui j'ai eu la chance de travailler au début, Sœur Denise Arsenault, avait 79 ans lorsque Petitement a vu le jour.
Elle aussi avait un rêve. Elle avait cette conviction profonde qu'elle pouvait faire une différence dans la vie des personnes dans le besoin. Elle m'a transmis cette passion et je suis encore là 27 ans après pour maintenir la brillance et la force de cette flamme. Moi aussi, j'ai à cœur de transmettre cette énergie et ce soir, à vous, chers diplômés, de la recevoir. Vous êtes ici car votre persévérance, votre détermination et votre excellence vous ont permis d'atteindre votre objectif. Peut-être aviez-vous la contrainte d'un travail, d'une famille à vous occuper. Peut-être s'agit-il pour certains d'entre vous de votre premier diplôme, mais vous avez été jusqu'au bout. Vous vous êtes été impliqués pendant de nombreuses années et je tiens à vous féliciter sincèrement d'avoir franchi cette étape importante de votre vie. Soyez fiers puisque vous êtes des modèles pour vos enfants et votre entourage. Moi aussi, j'ai connu plusieurs défis à mon arrivée au Québec. J'ai dû recommencer à zéro, mais la vie m'a guidée vers un chemin que je n'aurais jamais imaginé si j'étais restée au Liban. Ce chemin m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, dont vous, qui êtes une source d'inspiration pour les jeunes et les moins jeunes qui désirent accomplir leurs rêves. Je vous souhaite donc à tous de maintenir cette flamme à l'intérieur de vous, celle qui donne des ailes, pour pouvoir toujours aller plus loin. Je suis persuadée que nous aurons l'occasion de nous côtoyer dans l'avenir, car la vie réserve toujours de magnifiques surprises. Je vous souhaite à tous un avenir brillant, plein de réussite et de bonheur. Finalement, en terminant, si je me retrouve devant vous aujourd'hui, c'est grâce à ma famille, mes 4 enfants, mon conjoint qui est ici aujourd'hui et avec qui je partage ce grand honneur. Je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu à travers toutes ces années pour réaliser mon plus grand désir, d'être la voix des femmes qui trop souvent ne sont pas entendues. Bravo à toutes et à tous et encore 1000 félicitations. Merci. Merci, Madame Abou-Mansour. Toutes nos félicitations pour votre engagement et votre reconnaissance. J'invite maintenant Madame Laflamme à revenir au lutrin pour présenter notre deuxième récipiendaire d'un doctorat honoris causa. Bien que nous sommes à peu près sûrs que tout le monde le connaît, Madame Laflamme, c'est à vous. Distinction honorifique de l'Université du Québec présentée sous l'égide de l'Université TÉLUQ, nous sommes fiers de décerner aujourd'hui un doctorat honoris causa à M. Gilles Vigneault. Cet honneur lui est conféré en reconnaissance de sa remarquable carrière de poète, de chanteur et de conteur, sans oublier la portée de son œuvre dans la société québécoise et ailleurs dans le monde. Sans conteste, M. Vigneault a grandement contribué à forger l'identité québécoise qui, entre autres, passe par la voie de la langue française qu'il défend avec ardeur et passion. Né dans une région éloignée des grands centres, M. Vigneault incarne des valeurs de travail, d'effort et d'accessibilité, des valeurs fondamentales pour une université comme la nôtre qui, depuis 50 ans, rapproche les gens de leurs rêves
par la formation à distance. Merci, Madame Laflamme. Permettez-moi d'inviter maintenant au lutrin le professeur et historien Éric Bédard, membre de l'Académie des lettres du Québec, à prendre la parole afin de faire l'éloge de M. Vigneault. Je tiens à remercier la TÉLUQ de m'offrir cet honneur de vous adresser ces quelques mots. Cher Gilles Vigneault, cher chansonnier, poète, conteur, permettez que je ne fasse pas la liste, la très longue liste de vos accomplissements et réalisations, albums, chansons, recueils de poèmes et de contes. Souffrez que je nous épargne l'énumération des prix, récompenses et autres reconnaissances qui ont souligné la qualité de votre œuvre. Évitons, si vous le voulez bien, d'insister à nouveau sur cet amour du public qui, au Québec, en France et dans toute la francophonie, a vu vos spectacles, applaudi vos performances, fredonné vos chansons, appris par cœur leurs paroles. N'effleurons pas, en somme, la table de matière de votre vie. Une vie si mouvementée et exceptionnelle qu'elle a fait de vous une sorte de légende vivante. Allons plutôt à l'essentiel. Un biographe sans grande imagination insisterait probablement sur deux dates marquantes, celle de votre naissance, en 1928, et celle de vos débuts sur scène, en 1960. J'insisterai, moi, si vous me le permettez, sur deux moments très personnels de votre vie, moins connus du grand public, mais qui vous ont profondément marqué. Le premier moment, c'est une journée de septembre 1942. Vous avez 13 ans. Votre valise est prête. Votre père vous accompagne sur le quai de Natashquan, votre village natal de la Haute-Côte-Nord. Ce jour-là, vous partez étudier au séminaire de Rimouski pour faire votre cours classique. Votre père, Willie, parle peu, car il tente de son mieux de ravaler ses larmes. C'est qu'il est convaincu que vous ne reviendrez jamais à Natashquan. Votre mère, Marie, est plus optimiste et tente de voir le bon côté des choses. « Il reviendra, dit-elle. Il se souviendra de nous autres. C'est sa vie, il va apprendre beaucoup de choses et il va nous faire honneur. » Sur le quai, une absente, votre sœur Bernadette, qui a préféré rester à la maison tellement votre départ la bouleverse. De la fenêtre de sa chambre, elle fixe le bateau qui vous amène au loin jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. C'est toute mon enfance qui s'en allait avec lui, dira-t-elle plus tard. C'est votre premier voyage en haute mer. La traversée est longue, car il faut éviter les sous-marins nazis qui circulent alors dans les eaux glacées du Saint-Laurent. Une longue traversée avec une escale à l'île d'Anticosti, recouverte de brume. Au séminaire de Rimouski, vous découvrez les livres, la versification, et vous commencez à écrire des poèmes. Le poète, c'est ainsi que vos camarades vous surnomment déjà. Ces études classiques, vous les devez à l'évêque Napoléon-Alexandre Labrie, homme de culture, polyglotte, défenseur des pêcheurs de la Côte-Nord. Et lorsque des gens d'Église détectaient de jeunes talents comme vous, ils trouvaient souvent les fonds pour les faire instruire. C'était à la fois altruiste et intéressé, car on espérait former de futurs prêtres. Un jour de votre adolescence, vous confiez à Monseigneur Labrie que vous n'avez peut-être pas la vocation pour devenir prêtre. Sa réaction vous a marqué. « Gilles, je ne t'ai pas demandé ça, mais tu as une responsabilité, mon garçon. Fais quelque chose de ta vie. » L'autre moment marquant de votre vie se déroule un jour d'été de l'année 1951. Après une première année d'études à l'Université Laval, vous parcourez la Côte-Nord pour Recensement Canada. On vous envoie sur les îles les plus reculées, notamment celle de Harrington. Vous y gravissez un mont de 300 mètres où vous rencontrez une belle Américaine, plus âgée que vous, une infirmière qui aime la poésie. Avec elle, vous parcourez l'île et, par hasard, découvrez une pierre tombale sur laquelle vous n'arrivez pas à lire le nom du défunt. Cette découverte vous inspire cette réflexion. Il y a donc des morts dont personne n'a jamais entendu parler, qui n'ont jamais eu le plaisir de voir leur nom imprimé,
même sur leur pierre tombale. Votre père avait raison. Vous n'êtes pas revenu vous installer à Natashquan, même si vous y êtes retourné très souvent, même si vous y avez passé de longs mois. Toutefois, si vous ne vous êtes pas installé physiquement dans le village de votre enfance, vous ne l'avez jamais vraiment quitté. C'est que le jeune Gilles Vigneault de 13 ans allait emporter avec lui un trésor de souvenirs, et ces souvenirs allaient nourrir une œuvre riche et multiforme. C'est quand on s'éloigne de Natashquan, direz-vous un jour, que l'on s'aperçoit de ce que c'était, de ce qu'on avait et de la chance qu'on a eue de naître dans un endroit comme celui-là. Vos chansons, vos poèmes et vos contes sont habités par les paysages de votre enfance, les étoiles, le ciel, la mer, le sable, les arbres, les oiseaux, les bateaux et bien sûr le vent, la neige, l'hiver. Ces immenses espaces vous inspiraient une douce mélancolie, des grands départs, des distances infranchissables, des exils aussi. Vos chansons, vos poèmes et vos contes sont aussi habités par les personnages qui ont enchanté votre enfance. On pense à Jack Monoloy, de son vrai nom Jack Maloney, ce métis amoureux de Mariouche, votre mère, un amour impossible, puisque autochtones et blancs évoluaient alors dans des mondes parallèles. On pense aussi à Odilon Carbonneau, inspirateur de la danse à Saint-Dillon, ce violonneux infatigable chez qui les habitants de Natashquan se rassemblaient pour chanter et danser jusqu'aux aurores. On pense à Joe Hébert, bien connu par votre père, qui parcourait la Côte-Nord en traîneau à chien pour distribuer le courrier, à Caillou-Lapierre, l'un des fondateurs de Natashquan, un pêcheur, chasseur, trappeur, mort nonagénaire. Je pourrais continuer la liste de cette galerie de personnages, une cinquantaine de gens du Sud à Tipol-Lapitoun et de Zidore le prospecteur à Poleux-Gazette. Ce qui émeut beaucoup chez vous, c'est cette immense gratitude pour vos parents et pour tous ceux qui vous ont permis d'être ce que vous êtes devenus. Vous vous êtes exilés du village de votre enfance, mais sans jamais oublier ces hommes fabuleux qui, je vous cite, gagnaient leur vie avec un sens du respect de l'autre important, avec un sens de la justice, même pour les bêtes. Cet hommage aux humbles de votre pays, que le vent de l'oubli allait emporter dans son sillon, vous l'avez chanté sur toutes les scènes. Votre univers poétique nous a rappelé à nos propres filiations, à la dette que nous avons à l'égard de celles et de ceux qui nous auront permis de suivre notre voie. Comme le montre d'ailleurs cet extrait de Jean de mon pays, ma chanson préférée de vous. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas avec votre musique. Chers diplômés et chers futurs diplômés, vous avez devant vous, un homme que rien ne prédestinait à faire œuvre et à marquer toute une époque par les mots et par la chanson. Gilles Vigneault a souvent répété « Tout a été dit, mais pas par moi ». Rappelez-vous ces mots lorsque vous sentirez un certain vertige avant de vous lancer dans l'inconnu, lorsque vous serez confronté à des défis difficiles, lorsqu'il vous arrivera même parfois de douter de vous. Lors de ces moments les plus difficiles, rappelez-vous le destin exceptionnel de ce petit garçon de 13 ans, d'origine bien modeste, qui allait quitter son minuscule village de la Côte-Nord sans s'imaginer une seconde ce qui l'attendait. Je conclus. Dans Balise, un recueil de poèmes publié en 1965, on retrouve un texte qui s'intitule « Le poète ». Je cite un court extrait. « Il est vrai que 1000 poètes se sont donnés semblables mal et raconté monts et merveilles, à monter la garde à la nuit, à guetter à la tour d'ennui, pour tout ce château qui sommeille depuis l'enfance du soleil. Et tout ça leur a donné d'être aimés peu, pendus beaucoup, lus quelquefois, oubliés tous. Oubliés tous. Dans le temps infini du soleil et des étoiles, cher Gilles Vigneault, nous serons tous oubliés. Mais dans ce temps humain qui est le nôtre, temps de rêveries, de légendes et de mythes, il est des poètes qui ne seront pas oubliés de sitôt. Soyez convaincus, cher Gilles Vigneault, que vous en faites partie. Merci, M. Bédard.
Alors, j'invite maintenant M. Vigneault à s'avancer vers le devant de la scène. Monsieur, vous recevrez des mains de Mme Jean. Alors, M. Vigneault, je vous laisse la parole. La modestie est mise à l'épreuve. On s'en doute. Le portrait qu'un hommage pareil laisse voir ne semble plus jouer le rôle du miroir. On y jette un coup d'œil, on sourit, on écoute. On pense de Zenner ce qu'en disait un sage, qu'on doit les mériter, mais sans en faire usage, qu'il faut les prendre ici et les remettre ailleurs, qu'ils ne nous font enfin ni pire ni meilleur. On doit les accepter, mais sans les afficher. Est-ce un souhait qui rend le départ agréable ou l'honneur d'un accueil avec un mot aimable? C'est fragile, un honneur, un peu comme un secret. On s'en vante, aussitôt sa vertu disparaît. C'est un drapeau qui prend un rayon pour sa hampe, la mort du papillon qui n'éteint pas la lampe. On voyait d'un clocher, on entend un grelot, le reflet de Narcisse est devenu de l'eau. Mais l'honneur, c'est peut-être aussi qu'on nous invite à disposer demain d'un peu plus de mérite. Aussi, fier et conscient de l'honneur qui m'est fait, je reste serviteur du langage français. Ma langue est ce pays plein de sens et d'histoire, sans lesquels les plus grands ne sont que territoires. Mon pays, c'est un peu de mots de pas de temps, posés sur ce terrain patient qui nous attend. Et voici cet honneur que Téluc nous propose. C'est le plus honorant à ce jour. Et pour cause, Téluc, fiers inventeurs,
de l'université qui donne au peuple accès au savoir convoité. Permettez à la fin que je vous remercie d'avoir prêté l'oreille au brin de poésie qu'un enfant animait comme une cargaison au bateau de papier lesté de ses chansons. L'habitude. Merci, Monsieur Vigneault. On ne saurait passer sous silence que le 27 octobre prochain, Monsieur Vigneault soufflera 94 bougies. Afin de souligner cet anniversaire, nous avons demandé à une de nos toutes nouvelles diplômées de venir chanter un chant d'anniversaire. Une chanson unique qui, depuis 1975, rend hommage à la langue française qui nous réunit, quelles que soient nos racines ou nos origines. C'est votre tour, Monsieur Vigneault, de vous laisser parler d'amour. Permettez-moi donc d'inviter sur scène la diplômée, la chanteuse Florence K. Félicitations, Monsieur Vigneault. Merci pour votre apport. Félicitations. C'est aujourd'hui qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire. Le temps que l'on prend pour se dire je t'aime est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même au beau jardin du temps qui court. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme l'hiver au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite
le temps de vivre vos espoirs. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Monsieur Vigneault, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci, Monsieur Vigneault. Merci pour tout. Félicitations. Merci, Florence K. Alors, mesdames et messieurs, chers diplômés et membres du cortège, je vous invite à vous lever pour applaudir chaleureusement nos 2 nouveaux récipiendaires d'un doctorat honoris causa.